14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour le non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h aujourd'hui. Bonjour à tous et bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce mercredi, la chaleur. C'est le pic de l'épisode aujourd'hui avec des températures qui dépassent souvent les 35 degrés. 26 départements sont en vigilance orange canicule. Les détails dans un instant avec Elena Morna. Et nous serons dans un parc à Vaux-en-Velin avec Chloé Giraud. Il faut s'attendre à l'évolution rapide vers une situation explosive. Le SAMU Urgence de France tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié aujourd'hui, il fait état de 331 établissements en situation critique sur presque tout le territoire, dont une vingtaine contraints de fermer totalement leurs services. Depuis la prison des Baumettes à Marseille où il était en déplacement, Éric Dupond-Moretti assume ses propos tenus hier contre l'extrême gauche à l'Assemblée sur l'antisémitisme. Je ne regrette pas du tout mes propos, dit le ministre de la Justice. On va en parler avec Jérémy Brossard. Et puis cette colère des surveillants de la prison d'Arles après l'assassinat d'Ivan Colonna. Ils appellent au blocage de l'établissement demain à la suite de la publication d'un rapport du ministère de la Justice pointant un défaut de surveillance. Les détails dans ce journal. Le pic de ce nouvel épisode de chaleur, c'est donc aujourd'hui. Les températures sont souvent supérieures à 35 degrés. On va voir les détails dans un instant avec Elena Morna. Mais d'abord, on va aller sur le terrain, rejoindre Chloé Giraud. Vous êtes au parc de Miribel, jeune âge à Vaux-en-Velin dans le Rhône, où on est très vigilant, notamment sur le risque de noyade. Oui, tout à fait, puisque qui dit forte chaleur, qui dit aussi envie de se rafraîchir et de se baigner, comme ici où on est à une trentaine de minutes de Lyon. Donc la baignade est très prisée, mais ce n'est pas sans risque et on va rappeler les bons gestes justement avec vous. Xavier, vous êtes responsable des maîtres nageurs ici. Quels sont les points de vigilance particuliers déjà dans un premier temps par rapport à la chaleur ? Alors la chaleur, c'est toujours incitateur pour venir se baigner. Donc évitez d'aller trop loin, de ne pas se baigner seul. Restez là où vous avez pied. Et comme vous le voyez, la majorité des gens ne s'éloignent pas du bord, ce qui est plutôt un bon principe, une bonne habitude. Il y a aussi forcément, avec la différence de température dehors et dans l'eau, les risques d'hydrocution qui se multiplient. Comment on fait pour limiter les risques ? Oui, l'hydrocution est un vrai sujet sur les périodes de canicule. Pour l'éviter, c'est très simple. Vous vous reposez, vous rentrez progressivement dans l'eau, choisissez les plages surveillées qui sont nivelées et qui vont vous emmener à une profondeur de façon très mesurée. Il y a des points de vigilance aussi par rapport à la chaleur et à cette canicule là en ce moment. Oui, hydratez-vous, faites très attention aux enfants. Une noyade, c'est toujours très vite arrivé. Merci beaucoup Xavier pour ces quelques rappels. Vigilance donc ici aujourd'hui, il va faire jusqu'à 37 degrés au plus fort de l'après-midi. Merci Chloé Giraud avec Valentin Rivolier pour BFM TV, donc à Vaux-en-Velin. Le point avec Elena Morna, bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est donc la journée la plus chaude de cette troisième vague de chaleur. Au niveau national, c'est vrai que c'est la journée la plus chaude. On va conserver des températures très élevées sur le sud, le sud-ouest et ensuite en allant vers le nord-est. Mais c'est vrai que là, on a quand même une grande partie de la France sous vigilance. Vous le disiez, 26 départements en vigilance orange, mais il y a tout de même 42 départements en vigilance jaune. Alors voici le scénario effectivement pour ce mercredi, 36-38 degrés sur l'ensemble des départements qui longent la vallée du Rhône, mais aussi dans le sud-ouest en remontant vers le Poitou-Charentes. C'est-à-dire que localement, on va même dépasser les 40 degrés. Il va falloir être prudent, bien s'hydrater, bien sûr. Et puis la suite, c'est cette chaleur qui va se décaler vers le Massif central pour demain et vers le nord-est. Toujours des pointes à 40 degrés. Vous le voyez, ça va baisser sur le nord-ouest. Il n'empêche que ça restera très élevé. On maintient cette vigilance canicule dans tous les autres départements, donc qui vont de la basse vallée du Rhône au sud-ouest et en allant vers le nord-est. Et puis pour vendredi, là c'est vrai que cette chaleur elle va régresser sur l'ensemble des régions du nord. On conservera sur l'est du Rhône et sur la vallée du Rhône des températures très élevées. La canicule pourrait s'étendre jusqu'à effectivement samedi. On attend un répit ensuite. Mais juste un répit, ça devrait reprendre après. Merci beaucoup Elena pour toutes ces précisions. Une vague de chaleur qui intervient alors que les services d'urgence sont au bord de l'explosion. Une enquête menée par le syndicat SAMU Urgence de France juge la situation très préoccupante en ce début du mois d'août. Et on apprend dans ce rapport que 42 services d'urgence ferment la nuit, que 88 ont des restrictions d'accès. 95% de ces établissements ont des problématiques de disponibilité. Écoutez la réaction depuis le CHU de Nantes d'une ministre de la Santé, François Braun, un ancien urgentiste à l'hôpital de Metz.
Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture, il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'urgence dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Et cette régulation, elle apporte pas une dégradation des soins comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins. Donc effectivement, à Nantes, il y a une expérience par le service d'accès aux soins qui est déjà ancienne, qui fonctionne bien, donc cette régulation qui s'est développée. Ils ont une augmentation du nombre d'appels, comme tous les SAMU en France d'ailleurs, d'à peu près 20% depuis le début d'année, qu'ils arrivent à traiter très bien en collaboration avec la médecine générale. Le déplacement du ministre de la Santé aux urgences du CHU de Nantes n'a pas convaincu tout le monde, notamment Olivier Terrien, secrétaire CGT du CHU de Nantes. Il n'avait pas été prévenu de cette visite. On a été prévenu très tardivement, parce que sinon on se serait organisé, on aurait appelé les personnels à se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, on vit une véritable maltraitance institutionnelle, quoi. On en a vraiment ras-le-bol. On a un taux d'absentéisme qui a explosé. On a des fermetures de lits qui sont partout. On a des conditions de travail qui sont déplorables. On a une intensité de travail qui explose. Les gens n'en peuvent plus, quoi. Aujourd'hui, on est à 12% d'absentéisme. On a plus de 260 000 jours d'arrêt de travail. C'est plus d'1 mois d'arrêt de travail par agent, quoi. Les gens, ils souffrent au travail. On a des épuisements professionnels importants. On n'en peut plus, quoi. On a des cadences de travail, c'est absolument plus du tout tolérable. C'est plus possible. Mais à un moment donné, il va falloir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a des fermetures de lits un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aux urgences ? On trie les patients. Les patients sont obligés d'appeler le 15. Alors ça, c'est extrêmement dangereux, puisqu'à un moment donné, le patient il doit s'auto-diagnostiquer pour savoir si, oui, il doit y aller, pas y aller, il appelle. Ça, on va passer à côté de drames, quoi. Donc ça, on n'a pas besoin de tri aujourd'hui. On doit avoir accès à l'hôpital public. Situation difficile dans les prisons également. Éric Dupond-Moretti a visité ce matin la prison des Baumettes à Marseille et le chantier qui sortira de terre en 2025. Hier, à l'Assemblée, le garde des Sceaux avait interpellé l'extrême gauche sur l'antisémitisme. La France insoumise avait ensuite quitté l'hémicycle. Éric Dupond-Moretti ne regrette pas ses propos. C'est ce qu'il a encore rappelé. Donc, il assume ce matin à Marseille. J'ai évoqué les propos et les écrits de certains membres de la NUP. Et puis, Madame Rousseau a quitté l'hémicycle. Et elle n'a pas entendu la fin de mon propos. Et mon propos était peu amène à l'égard du Front National. J'ai rappelé le point de détail de l'histoire. Vous vous souvenez de cette formule qui sortait de la bouche du père fondateur du Rassemblement national. Et je me suis posé la question de savoir où étaient passés des gens comme Chatillon, Péninck, Soral, Dieudonné, qui gravitent autour du Front National, qui se sont cachés pendant la campagne, qui sont toujours très actifs et qui sont des antisémites notoires. Voilà l'intégralité de mon propos. Je ne regrette pas un mot de ce que j'ai pu dire hier dans l'hémicycle. Avec nous, Jérémy Brossard du service politique de BFM TV. Jérémy, le garde des Sceaux assume donc ses propos tenus hier à l'Assemblée. Oui, c'était une façon pour lui ce matin de répondre aux nombreuses critiques qu'on a entendues depuis hier, aussi bien du côté de la NUPES et notamment du côté communiste et LFI, mais aussi du côté du Rassemblement national. Il persiste et il signe le garde des Sceaux, mais il précise effectivement qu'il ne visait pas uniquement certains élus de la gauche, mais qu'il avait bien dans son propos hier à l'Assemblée visé également le Rassemblement national. On vient de l'entendre avec bien le rappel des condamnations qui avaient été, dont avait écopé le fondateur du Rassemblement national, à l'époque le Front National, Jean-Marie Le Pen, pour le point de détail de l'histoire, un mot qu'il avait utilisé pour qualifier l'existence des chambres à gaz lors de la Seconde Guerre mondiale. On voit donc un garde des Sceaux qui renvoie dos à dos les oppositions, aussi bien une partie de la NUPES que du Rassemblement national. Il recrée au fond, Éric Dupond-Moretti, du clivage politique, non pas entre la droite et la gauche, mais entre la majorité et les oppositions, au pluriel. La majorité, qu'il qualifie d'intraitable face à l'antisémitisme, et des oppositions d'une partie de la gauche et du Rassemblement national
qu'il juge complaisante, voire peut-être complice de cet antisémitisme. En tout cas, il restera très présent sur ce terrain-là, Éric Dupond-Moretti, puisque la semaine prochaine, il assistera aux commémorations qui marqueront les 40 ans de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. C'était en 1982. Cette attaque dans le quartier juif avait fait 6 morts et une vingtaine de blessés. Merci Jérémy Brossard pour ces précisions. Et on en vient donc à cette colère des surveillants de la prison d'Arles. Un syndicat appelle au blocage demain de la maison d'arrêt d'Arles. On en parle avec vous, Maxime Brandstetter, du service police-justice de BFM TV. Les surveillants de la prison appellent donc à ce blocage après la publication d'un rapport sur l'assassinat d'Ivan Colonna dans ses murs. Qu'est-ce que ce rapport précisément reproche aux surveillants pénitentiaires ? Alors, ils sont en colère par la publication de ce rapport, mais aussi par la parole de la Première ministre qui avait annoncé qu'une procédure disciplinaire et des sanctions seraient prises contre la directrice de l'établissement, mais également ce surveillant pénitentiaire. Ce rapport, il lui reproche quoi ? Il lui reproche tout d'abord un défaut de vigilance. Pour contextualiser, on rappelle qu'Ivan Colonna était dans une salle de sport lorsqu'un détenu radicalisé est rentré pour faire le ménage dans cette salle, et c'est ce détenu qui a agressé Ivan Colonna et qui l'a étranglé. Ivan Colonna qui finira par mourir de ses blessures. Eh bien, il y avait un surveillant qui a laissé rentrer cette personne. Et le rapport lui reproche ce défaut de surveillance, qu'il est resté éloigné du lieu des faits, dans le couloir, et que son jugement, son attention par rapport à la fréquentation de ces deux personnes aurait été altérée par la routine et aussi par la proximité entre Ivan Colonna et son agresseur, parce qu'en fait, ils étaient amis, ils discutaient souvent ensemble, et du coup, le surveillant se serait un peu relâché selon le rapport. Et enfin, il lui reproche en même temps la mauvaise exploitation des caméras de vidéosurveillance. Il faut savoir qu'il y avait une caméra qui tournait, qui a filmé l'agression, mais voilà, le surveillant n'était pas derrière les caméras et donc n'a pas pu intervenir, ce qui a laissé 9 minutes à la personne qui a agressé Ivan Colonna pour l'étrangler et finir par le tuer, en tout cas quelques jours plus tard. Vous restez avec nous, Maxime. Nous sommes en direct avec Cyril Huet-Lambing. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant national adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants en charge de la région PACA et Corse. Pourquoi est-ce que vous appelez donc au blocage de la prison d'Arles demain matin ? Alors, tout d'abord, c'est un syndicat concurrent qui appelle le blocage sur l'établissement de Arles, mais surtout les surveillants eux-mêmes qui, en soutien envers leurs collègues qui semblent ne rien avoir à se reprocher sur cette situation. D'abord, on ne comprend pas pourquoi Mme Borne pointe du doigt comme ça, de manière anonyme, entre guillemets, parce que dans le rapport, on comprend très bien qui est M, qui est X, qui est CE. Donc, c'est pas si anonyme que ça, et c'est mettre en danger des personnels en les pointant du doigt sur la place publique, et ça, c'est inadmissible. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, c'est une enquête disciplinaire. Ça veut dire qu'on va demander à l'agent et à la directrice de s'expliquer, et c'est du jamais vu qu'on en parle de manière médiatique. On va leur demander de s'expliquer sur, en tout cas pour le surveillant, pourquoi il est resté aussi longtemps éloigné de la salle où il y a eu le drame. Le même rapport, il explique quoi ? Il explique que le surveillant, il n'est pas dans son bureau. Il explique qu'il est de l'autre côté de la coursive. Donc il n'est certainement pas en train de s'amuser, il est en train de travailler. Et c'est bien là où c'est compliqué. Il y a des années que notre organisation syndicale réclame plus de personnel, que ce soit sur la centrale de Arles ou d'autres établissements, mais on ne nous le rajoute pas. On nous multiplie les missions, on nous multiplie les tâches, on nous demande de tout faire, et on ne peut pas être à droite et à gauche, parce qu'il n'y a pas le personnel nécessaire. Donc, il y a un moment donné, il faut pas se tromper de cible. Voilà pourquoi aujourd'hui les surveillants sont en colère. On comprend votre solidarité donc avec le syndicat qui appelle à cette manifestation demain. Vous avez expliqué pour vous la difficulté d'exercer le métier de surveillant dans ce genre d'établissement. Pour vous, du coup, ce rapport, c'est clairement la conséquence d'une décision politique ? Alors, c'est clair que c'est une décision politique. D'abord, on va avoir un petit surveillant qui va servir de fusible et qui dort plus depuis plusieurs jours parce qu'il ne sait pas ce qui lui tombe sur la tête, parce que tout le monde a ouvert le parapluie. Ensuite, on a une directrice qui est sur la retraite, donc qui certainement n'aura pas du tout de sanction. Par contre, on ne se pose pas les questions de savoir si on irait sanctionner plus haut. Et la vraie question, c'est pourquoi on ne va pas sanctionner plus haut ? Parce que quand on nous dit qu'un détenu ne passe pas par des régimes de care, quand on nous dit que les détenus sont sur des régimes de confiance, il y a des décisions qui sont prises par des directrices locales, mais il y a aussi des décisions qui sont prises par des directeurs au niveau régional. Et on ne comprend pas pourquoi eux ne sont pas incriminés là-dedans. Qui est responsable, selon vous, donc, des fautes qui ont pu être commises ? Selon nous,
la directrice d'époque qui était en place sur la centrale de Arles n'en était pas à sa première boulette. On pourrait très bien vous ressasser le 17 décembre 2020 l'évasion d'un détenu escorté par 2 conseillers d'insertion de probation. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête ce jour-là, mais en tout cas, c'est un fait. 200 mètres plus loin, le détenu, avec un reliquat de 8 ans de prison, s'est fait la malle en scooter avec un complice. Donc, on n'en était pas à la première décision stupide, et c'était pas à l'ignorance du directeur interrégional qui n'a pas pris de mesure en 2 ans. Donc, il y a un moment donné, quand on laisse faire des gens faire des bêtises, qu'on ne dit rien et qu'on cache tout, il y a de quoi se poser des questions. Merci beaucoup Cyril Huet-Lambing d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes représentant national adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants en charge de PACA-Corse et donc que vous soutenez la démarche de ce syndicat qui appelle demain à manifester à la prison d'Arles. On va revenir sur les faits avec vous, Maxime Brandstetter, sur ce qu'il s'était passé le 2 mars dernier donc avec l'agression d'Ivan Colonna. Exactement. Le 2 mars dernier, donc Ivan Colonna va à la salle de sport. Il a un statut particulier puisqu'il est détenu particulièrement surveillé. Il va avec un codétenu à la salle de sport et il se retrouve seul car le codétenu s'en va. Il est donc à la salle de sport et à 10h, 2 heures après, un détenu radicalisé qui connaît Ivan Colonna rentre parce qu'il est au service ménage et il doit faire le ménage de cette salle de sport. C'est à ce moment-là qu'il agresse Ivan Colonna, qu'il l'étouffe. Il fait notamment des prises d'étranglement, etc. Une agression qui dure 9 minutes, à la fin de laquelle il laisse Ivan Colonna. Il va prévenir le surveillant en disant que Ivan Colonna a fait un malaise. Ivan Colonna sera hospitalisé en état de mort cérébrale et finalement, il meurt le 21 mars 2022. Alors pourquoi cette agression ? Il faut déjà rappeler que ces deux personnes, la personne qui agresse Ivan Colonna, en fait, ils se connaissent, ils discutent régulièrement ensemble. Certains surveillants disent qu'ils ont même un respect l'un pour l'autre. Mais le détenu radicalisé, qui est connu notamment pour avoir combattu en Afghanistan, explique lors de sa garde à vue que Ivan Colonna aurait proféré un blasphème, aurait blasphémé plusieurs fois et c'est la raison pour laquelle il a décidé de l'agresser, même s'il entretenait une certaine sympathie pour lui. Donc voilà comment Ivan Colonna est décédé. Il y a donc une enquête terroriste qui est ouverte contre cette personne qui a agressé Ivan Colonna. Merci beaucoup Maxime pour toutes ces précisions. Tout de suite la chronique écho avec Pierre Kupferman. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Votre programme avec Honor Magic 4. La magie de l'image. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor. Bonjour Pierre. Bonjour. On parle avec vous des prix de l'immobilier qui continuent de s'envoler dans les stations balnéaires. Selon la dernière étude de la FNAIM, le mètre carré a pris en moyenne 13% sur un an. Oui, alors on s'attendait à ce que la hausse des taux des crédits refroidissent le marché immobilier. Pour le moment, c'est pas le cas. Les acheteurs, en fait, ils se dépêchent d'acheter pour éviter que les taux continuent, d'avoir à payer des crédits beaucoup plus chers. Et ça, ça favorise que les prix continuent à grimper. En fait, vous les voyez à l'écran, le prix moyen d'un logement dans les stations balnéaires, il s'approche désormais des 4 500 € le mètre carré, c'est-à-dire quand même 50% de plus que la moyenne nationale, toutes communes confondues. Et en un an, le mètre carré, vous l'avez dit, a pris 13%, c'est-à-dire quasiment plus du double de la hausse moyenne des prix du mètre carré en France. Avec, on l'imagine, des disparités importantes de prix entre les régions. Évidemment, alors, de la Camargue à Menton, on est à peu près à 5 500 € le mètre carré, c'est une moyenne. Si on préfère les stations balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine, on est à peine en dessous, on est en moyenne à 5 307 €. En revanche, c'est vrai que les prix restent plus modérés, un petit peu plus modérés, sur la côte normande, avec une moyenne qui est en dessous de la barre un peu symbolique des 3 000 € du mètre carré. Et alors, dans une moindre mesure, les prix entre le Tréport et la côte belge, qui cette fois ont tout juste passé le cap des 3 000 € le mètre carré. Mais c'est aussi là, Pierre, où les prix étaient les plus bas et qu'ils ont le plus augmenté, non ? Alors, c'est vrai pour la Bretagne, c'est vrai pour la Normandie, pas tout à fait pour la Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez à l'écran que finalement, vous allez le voir en tout cas, dans ces trois régions, si on prend l'évolution sur 2 ans, on est sur des hausses qui dépassent les 30%. Phénoménal. Et ça, c'est
aussi lié au fait que depuis 5 ans maintenant, on met moins de temps, nettement moins de temps, pour aller en TGV depuis Paris, aussi bien visiter les côtes bretonnes que les côtes aquitaines. Et ça a rendu évidemment la façade ouest plus attractive. Alors si on veut faire le tri, quelles sont les stations balnéaires où le prix du mètre carré est le plus cher actuellement? Alors on va prendre la façade ouest pour commencer. Donc vous avez le Touquet, Deauville, la Trinité-sur-Mer, Arcachon, Biarritz, avec des prix qui désormais dépassent ceux que on peut trouver à Lyon. Lyon, c'est quand même la 2e ville la plus chère de France. Et pour une maison de 100 mètres carrés, il faut compter entre 700 et 900 000 euros dans ces cités balnéaires, à l'exception de la Trinité-sur-Mer. Et puis alors, on peut aussi parler évidemment de la Côte d'Azur, parce que là, on est sur des niveaux qui dépassent largement ceux de Paris ou de Neuilly-sur-Seine. Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Tropez, Ramatuelle. Ça flambe. C'est phénoménal. À Saint-Tropez, une maison de 100 mètres carrés, c'est quasiment 2 millions d'euros. C'est une moyenne. Wow. Merci beaucoup, Pierre. Impressionnant tous ces chiffres. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. C'était votre programme avec Honor Magic 4, la magie de l'image. Honor Magic 4, The Power of Magic. C'est les vacances et on va prendre de l'altitude désormais. Ça va faire un peu de bien pour respirer. Gros plan sur le parapente au col de la Forclaz. Sport très prisé, mais attention, il faut être très prudent. Oui, en Haute-Savoie, les services d'urgence constatent une importante activité en matière de traumatologie. La préfecture appelle, elle, à la vigilance. Reportage d'Olivier Jouglard et Clément Gauvin. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Prendre de la hauteur en survolant le lac d'Annecy en parapente, une activité très prisée par les touristes l'été et réalisable sans permis ni formation. Mais attention, la pratique n'est pas sans danger. Il y a deux types d'accidents majeurs. Ce sont d'une part les personnes qui sont branchées dans un arbre et puis malheureusement les mauvaises chutes à l'arrivée. Et cela arrive aussi parfois que nous soyons sollicités, comme hier dans le lac d'Annecy, pour une voile qui est tombée dans le lac et sans que l'opération de secours n'engendre une personne à secourir. Sur la piste de lancement, secours et moniteurs professionnels sont donc là pour rappeler les consignes à respecter. Il y a des règles de vol à vue, il y a des règles de site, il y a des règles de courtoisie, il y a des règles de vol en l'air. Car en parapente, mais aussi à VTT ou lors d'une simple randonnée, le but est d'éviter les petits ou gros bobos, car depuis le début de l'été, les secours ont réalisé près de 500 interventions. On constate quand même une augmentation constante de l'activité, de notre activité accidentologie secours entre 2019 et 2022, avec quasiment 12% quasiment de prise d'activité rien que pour l'accidentologie secours en montagne. Avec des épisodes de chaleur à répétition et la hausse des réservations en montagne, la préfecture appelle à la prudence pour profiter de l'air frais en toute sécurité. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. 14h24, restez avec nous dans un instant. Nous allons revenir sur la situation aux urgences qui est explosive selon le SAMU Urgences de France. Un rapport publié qui met en avant les difficultés rencontrées par de nombreux services dans tous les départements de l'Hexagone, avec certains centres des urgences qui doivent même fermer la nuit, voire totalement. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Oh, un chat, c'est mignon et amusant. Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Alors, si vous voulez un chat mignon, mais pas les risques qui vont avec, eh bien, prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santévet, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santévet, assurer son animal, c'est pas bête.
En scannant ce QR code juste ici, vous allez découvrir à quoi vous ressembleriez avec des kilos en moins. Grâce à Comme J'aime, c'est possible. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10 kilos de moins, 20 kilos de moins ou 30 kilos de moins? C'est ultra simple. Vous prenez votre téléphone portable, vous ouvrez l'appareil photo, vous scannez le QR code juste ici et dans 2 minutes, Comme J'aime vous fera découvrir votre future silhouette en 3 dimensions avec des kilos en moins. C'est simple, c'est gratuit et c'est sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Rendez-vous sur BFM Marseille-Provence, la chaîne des Marseillais et des Provençaux. Info locale, météo, trafic, sport, Olympique de Marseille, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Sur votre télé et votre smartphone, retrouvez BFM Marseille-Provence, canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier, pour mieux vous conseiller. C'est donc la journée la plus chaude, le pic des chaleurs attendu donc aujourd'hui à l'échelle nationale, avec 42 départements en vigilance jaune, 26 en vigilance orange. Ça concerne tout le sud de la Loire et la façade est. Alors, votre ciel pour aujourd'hui, c'est un ciel souvent dégagé. On a quelques nuages qui remontent d'Espagne et qui vont donner localement quelques averses orageuses sur les Pyrénées. D'autres nuages sur la façade atlantique qui laissent la part belle aux éclaircies. Et enfin, sur le Finistère, mais là aussi, c'est du beau temps. Des averses attendues en soirée, essentiellement sur les reliefs. Les températures qui font mal, suffocantes, les voilà avec 39 degrés au meilleur de l'après-midi sur Bordeaux ou encore sur Toulouse. On aura localement bien sûr des pointes à 40 degrés. Pareil sur la vallée du Rhône avec souvent des valeurs entre 38 et 40 degrés. Il faudra aller à Brest pour trouver un petit coin de fraîcheur avec 24 degrés. 32 quand même aussi pour Lille. Alors demain, ce sera une journée plus chaotique. C'est vrai, sur le nord-ouest. Voici quelques ondées orageuses qui s'invitent dans votre ciel. D'autres ondées en soirée seulement sur les Pyrénées ainsi que sur les Alpes du Sud. Des températures qui resteront très élevées cette fois, qui bascule vers l'est avec 39 degrés par exemple à Lyon, 38 degrés ce sera pour Strasbourg. Il va falloir attendre vendredi pour avoir quelques averses trop peu sur le sud. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier, pour mieux vous conseiller. 14h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, il faut s'attendre à l'évolution rapide vers une situation explosive. Le SAMU Urgence de France tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié aujourd'hui, il fait état de 331 établissements en situation critique sur presque tout le territoire, dont une vingtaine contraints de fermer totalement leurs services. C'est la journée la plus chaude de l'épisode de forte chaleur. Il va faire jusqu'à 40 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest. 26 départements sont en vigilance orange canicule. Le pays avait rarement connu un été aussi sec. La Haute-Corse pourrait être par exemple privée d'eau d'ici 25 jours, alerte la préfecture. Éric Dupond-Moretti en visite à la prison marseillaise des Baumettes. Le garde des Sceaux qui a rencontré des riverains excédés par les nuisances visuelles et sonores générées par l'établissement.
Le ministre a annoncé des mesures en faveur du retour à la tranquillité dans le quartier. On en parlera avec Maxime Brandstetter dans ce journal. Et puis c'est une visite qui aura cristallisé encore un peu plus les tensions entre Washington et Pékin. Nancy Pelosi a quitté Taïwan. Nous n'abandonnerons pas notre engagement, a déclaré la présidente de la Chambre des représentants américaine. Retour sur cette visite qui a créé la polémique dans ce journal. Le SAMU Urgence de France alerte donc. Il faut s'attendre à l'évolution rapide vers une situation explosive. Déclaration à la suite d'une enquête menée dans plus de 300 établissements de 92 départements français. Principale conclusion, plus d'un quart des établissements ont déjà restreint l'accès à leurs services d'urgence et une vingtaine ont même carrément totalement fermé. Les détails de ce rapport avec Alexia Prunier. Les urgences sont à bout de souffle. Selon une enquête du syndicat SAMU Urgence de France, sur 331 établissements de santé, 42 ont désormais fermé leurs services d'urgence la nuit et 88, soit plus d'un quart, ont dû restreindre leur accès. En cause notamment un manque cruel de personnel. Même au sein des SAMU Centre 15, les équipes travaillent à flux tendu. 86% des SAMU estiment que l'inadéquation entre les ressources humaines disponibles et l'importante augmentation d'activité occasionnent des difficultés de fonctionnement et de sécurité dans leur exercice. Le mois dernier, on compte environ 180 000 passages de plus aux urgences qu'en juillet 2021. Pourtant, selon le syndicat, 95% des services d'urgence déplorent un manque de lits pour leurs patients. Généralement, le mois d'août est pire que le mois de juillet sur les fermetures de lits et sur la disponibilité des libéraux. Donc nous, ce qu'on demande spécifiquement, c'est d'avoir des moyens qui soient donnés aux services des urgences en nombre de lits suffisant en aval des urgences. C'est-à-dire qu'il nous faut des lits pour hospitaliser nos patients qui doivent être hospitalisés et qu'ils ne se retrouvent pas dans les couloirs des urgences, ce qui est une forme de maltraitance du patient. Pour eux, il faudrait entre autres pouvoir, si nécessaire, avoir recours à la déprogrammation des opérations. En France actuellement, 20% des établissements de santé ont déclenché leur plan blanc. Nous sommes en direct avec Wilfried Samut. Bonjour, médecin et délégué de l'Association des médecins urgentistes de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur la situation actuellement? Vous tirez, on l'imagine, la sonnette d'alarme. Malheureusement, une fois encore, le gouvernement met à côté de la plaque, si je puis dire, dans la mesure où le SAS et composer le 15 avant d'aller aux urgences ne règle en rien la situation dramatique qui est actuellement vécue à la fois par les soignants et par les patients. Nous nous retrouvons avec des services d'urgence pour la plupart soit fermés, donc déjà délestés, soit en état de débordement et donc avec un problème chronique de lit d'aval. Et comme je l'entendais dans les remarques de mes confrères, cela aboutit logiquement, malheureusement, à de la maltraitance pour les patients. Alors, vous parliez justement de ce numéro d'appel. Hein. On voit beaucoup de messages de publicité du gouvernement pour inviter les Français à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Et vous nous dites que ça ne fonctionne pas encore, vous n'en voyez pas les fruits parce qu'il y a d'autres problèmes derrière, c'est ça, hein. Il y a d'autres problèmes plus profonds derrière. Le problème n'est pas que le 15 ne fonctionne pas. Le 15 a fonctionné et a déjà régulé dans certaines régions l'afflux des patients aux urgences. Le problème actuellement, c'est qu'on a déporté la situation sur les centres 15 d'appel qui se retrouvent dans des situations critiques de délai de décrocher pour les appels urgents qui commencent à devenir problématiques. C'est-à-dire vous avez des temps d'attente de plus de 2, 3, 4, 5 minutes, ce qui peut être dramatique dans le cas d'un appel pour des arrêts cardio-respiratoires. Et puis au-delà de ça, cela ne règle pas le problème chronique de l'hôpital, c'est-à-dire l'absence de lit d'aval. C'est-à-dire que les patients s'entassent, puisque ceux qui sont présents, on peut imaginer maintenant que ce sont ceux qui doivent bénéficier d'une prise en charge urgente. Ce sont les populations les plus fragiles, comme actuellement dans la période de canicule qui s'annonce et qui se répète. Et donc ces personnes, je prends le week-end du 14 juillet pour être à peu près pour illustrer mes propos. Vous aviez à l'hôpital de Versailles, à l'hôpital André Bignot, 40 à 50 patients dans les couloirs qui ont attendu 4-5 jours un lit d'hospitalisation, ce qui est intenable pour un service d'urgence, puisque le but du service d'urgence est de faire tourner les patients et de les hospitaliser dans les services adaptés. Donc 4-5 jours pour des patients de plus de 80 ans, vous vous doutez bien que ça devient problématique et pour les soignants, c'est encore plus de contraintes à accepter dans la pratique de leur activité.
Alors si on reprend le rapport de SAMU Urgences de France, il y a des demandes, des propositions comme davantage de lits, si nécessaire des déprogrammations d'intervention pour récupérer du capacitaire ou encore un coup de main du secteur privé à l'aval des urgences. Est-ce que ça vous semble être des bonnes propositions? Est-ce qu'il faut faire plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, ce sont des propositions qui sont déjà ressorties régulièrement. La seule réponse qui pourrait permettre de se sortir de cette problématique, c'est d'augmenter le nombre de soignants. C'est-à-dire à la fois, et il ne s'agit pas de nier le rôle des retraités dans l'aide qui nous est apportée actuellement. Tous les volontaires, évidemment, apportent une contribution précieuse. Mais nous n'en sommes pas là. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas réglé le nombre de soignants en adéquation avec le nombre de patients, c'est-à-dire augmenter l'offre de soins, nous ne réglerons pas le problème de lits d'hospitalisation et nous nous retrouverons dans des situations où les soignants n'auront comme solution que de partir, c'est-à-dire d'abandonner une profession qui représente un coût d'ailleurs, parce que quand vous quittez après 10 ans de formation pour les médecins et après 4-5 ans de formation pour les infirmières, cette profession, c'est même pour l'État, si vous voulez, c'est quand même incroyable d'accepter ce type de situation. C'est former des gens pour accepter qu'ils quittent leur métier avec le coût que ça leur représente pour la société. Donc c'est une aberration qu'il faut absolument contrer et il est temps enfin de prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de bras à l'hôpital et pas artificiellement et pas de manière temporaire, de manière pérenne. C'est ce que pointe le rapport également. 90% des établissements qui ont été sondés déclarent manquer de personnel, à la fois médical et non médical. Vous aussi, vous constatez cela. Et si on vous comprend bien, dans l'ordre des priorités, parce qu'il y en a tellement, ce serait d'abord le recrutement et ensuite aussi les nombres de lits à augmenter. Oui, bien sûr, parce que l'un est indissociable de l'autre. C'est-à-dire que quand on parle de recrutement, ça veut dire aussi augmenter les capacités de formation. Les universités sont dans un état de disette aussi budgétaire depuis des années. Donc forcément, les doyens n'ont pas les moyens d'accueillir plus d'étudiants. Donc il est temps de savoir. Alors après, tout dépend des choix de société. Peut-être que la société de demain, c'est une société où les gens se présenteront dans les centres privés avec une carte qui va bien ou l'assurance qui va bien. Et donc dans ce cas-là, ça réglera le problème. Et je doute que la majorité des Français puissent bénéficier de ce régime de faveur. Donc il ne s'agit pas d'être populiste. Il s'agit de préserver un système qui, pour le moment, s'appliquait au plus grand nombre. Je vous rappelle que la sécurité sociale après-guerre était un joyau précieux qui a permis au plus grand nombre de bénéficier de soins de pointe. Et là, nous sommes en train de détricoter complètement ce système égalitaire avec des rustines qui sont improvisées. Tout ce que la mission Flash et autres inventions du docteur Braun a réussi à apporter, ce sont des recettes qui ont déjà été essayées, éculées et ont montré leurs limites. Donc il faut effectivement essayer de prendre les vrais problèmes dans l'ordre, la formation, remotiver les troupes et donc leur donner, réarmer leur désir de travailler et ne pas les mettre dans une situation où ils seront obligés de maltraiter leurs patients. Merci beaucoup Wilfried Samuel d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV, les services d'urgence au bord de l'invasion, alors qu'il y a cette nouvelle vague de chaleur actuellement, au plus fort de cette troisième vague aujourd'hui. Des pics vont être atteints ce mercredi, alors que 26 départements sont en vigilance orange canicule. C'est le cas dans la Drôme, où l'on retrouve Célia Justfredi à Montélimar, entre chaleur et sécheresse. Oui, il va encore faire chaud aujourd'hui dans le département de la Drôme. 38 degrés sont attendus aujourd'hui dans la ville de Montélimar. Cela fera alors 19 jours depuis le mois de juin que la ville connaît des températures excédant les 35 degrés. Et du coup, ces températures ont des conséquences sur les cours d'eau. Vous pouvez le voir derrière moi. La rivière de la Drôme est quasiment à sec. Il y a très peu de profondeur, 20 cm environ là où nous nous trouvons. Et encore, ce n'est pas l'endroit où il y a le moins d'eau dans la rivière. En effet, à l'embouchure avec le Rhône, sur plus de 2 km, la rivière est totalement à sec. Un épisode donc extraordinaire d'après les experts des cours d'eau. Alors la préfète a pris des dispositions pour essayer de limiter les dégâts. Des restrictions sont donc mises en place. Les particuliers ne peuvent plus arroser leurs jardins, leurs potagers. Les municipalités ne peuvent plus non plus arroser les espaces verts ou bien les terrains de sport. Mais bonne nouvelle, des précipitations sont attendues la semaine prochaine, ce qui pourrait faire du bien au département. Voilà pour la situation dans la Drôme, mais en ce qui concerne la sécheresse, elle continue de sévir dans à peu près tous les départements de l'Hexagone, y compris en région parisienne désormais. Et pour y faire face, vous allez voir dans les Yvelines, la préfecture a mis en place des mesures de restriction d'utilisation de l'eau.
Interdiction en zone de crise de l'arrosage, des massifs, des espaces verts. Interdiction de l'irrigation, sauf dans certaines zones, par exemple du côté de la nappe de Beauce, où il y a une gestion quantitative durable de ces quotas d'eau de manière pluriannuelle. Mais dans le reste des zones concernées, eh bien, interdiction de l'irrigation. Également, nous avons des mesures de restriction qui concernent les golfs, je vous le disais tout à l'heure, donc avec une forte réduction des quotas, des quantités d'eau qui sont autorisés pour l'arrosage des golfs. La Haute-Saône fait partie des départements placés en alerte face à la sécheresse avec de lourdes conséquences pour les agriculteurs, des cultures asséchées et des rendements qui devraient fortement baisser. Face à cette situation qui devient critique, des agriculteurs alertent l'État. Kevin Drouan, Corentin Ledréan. Là, c'est l'épi, normalement, qui devrait être gros comme ça. Donc, vous voyez un peu l'épi, la grosseur qu'il fait ? À cette période de l'année, cet agriculteur n'a jamais vu ça. Avec le manque d'eau, ses plants de maïs sont asséchés. Résultat, il estime que les rendements de ses récoltes vont être catastrophiques. Sur des maïs comme ça, on est à 60-70% de perte, quoi. Un peu plus loin, sur cette prairie complètement brûlée par le soleil, les 500 vaches laitières de l'exploitation n'ont plus rien à manger. Alors pour les nourrir, les éleveurs sont contraints de leur donner du foin, avec plus de 2 mois d'avance. Le problème, c'est qu'on tape dans les réserves de cet hiver. Pour l'instant, on a encore du stock, mais je pense qu'il y a des exploitations qui, s'ils sont juste en stock, ils vont avoir des problèmes cet hiver. En Haute-Saône, la sécheresse frappe durement les agriculteurs. À l'appel du syndicat majoritaire, ce mardi, plusieurs d'entre eux ont rencontré le député de leur circonscription. Plus que des aides financières d'urgence, ils réclament des évolutions en profondeur du modèle agricole. Parmi les solutions à long terme, l'évolution des types de cultures. Il y a des pistes qui sont envisagées aujourd'hui sur des nouvelles plantes qui seraient un peu plus résistantes à des périodes de sécheresse, qui seraient un peu plus résistantes à d'autres aléas climatiques. C'est des plantes qui viennent des pays tropicaux. Selon les secteurs, en Haute-Saône, il n'a plu qu'entre 9 et 13 mm ces 2 derniers mois. Le département est en alerte sécheresse renforcée depuis le 8 juillet. 14h42 à la une également aujourd'hui, cette visite d'Éric Dupond-Moretti aujourd'hui à Marseille, à la prison des Baumettes, le garde des Sceaux, qui était notamment allé à la rencontre des habitants du quartier qui se plaignent de nombreuses nuisances autour de la prison, le vis-à-vis ou encore les cris des détenus ou de leurs visiteurs sauvages. On écoute tout d'abord le ministre sur les mesures qu'il propose pour aider ces riverains. On a décidé d'abord de réparer dans l'urgence les fenêtres qui ont été brisées et qui occasionnent un certain nombre de nuisances sonores, enfin qui permettent un certain nombre de nuisances sonores. Nous allons mettre en place un pare-vue et envisager un certain nombre de sanctions disciplinaires pour celles qui dégradent ces fenêtres. Je rappelle que c'est de l'argent public. J'ai, en ce qui me concerne, la certitude que tout sera fait pour régler la question des riverains. La prison, elle est faite pour assurer la paix publique et pas pour ennuyer les gens. Maxime Brandstetter nous accompagne en plateau, journaliste service police-justice de BFM TV. Maxime, c'est dans le cadre du chantier d'une extension de la prison des Baumettes qu'Éric Dupond-Moretti a fait ses annonces. Voilà, il a fait ses annonces parce que les riverains n'en peuvent plus. En tout cas, il y a un collectif qui se plaint régulièrement. Ça fait 2-3 ans maintenant que ça dure. Pour un peu évoquer les différents problèmes. En fait, depuis la rénovation, ça va être la 3e rénovation des Baumettes. Il y a eu avant Baumettes 2 et ce qui pose problème, c'est un bâtiment, le quartier des femmes, où plusieurs étages dépassent le mur d'enceinte et donc les prisonnières ont une vue directe sur les habitants et les jardins. Parfois, ils les invectivent, parfois il y a ce qu'on appelle des parloirs sauvages, c'est-à-dire que des personnes viennent avec des voitures, ils montent sur des toits, des choses comme ça, et crient pour essayer de discuter avec les gens. Et il y a aussi de temps en temps des tirs de mortier et des feux d'artifice. C'est tout ça qui gêne les habitants et c'est le ministre aujourd'hui y répond. Alors il dit d'abord réparer les fenêtres anti-bruit. En fait, les fenêtres anti-bruit, elles sont déjà là. Ce sont des espèces de fenêtres avec un volet qui empêche les prisonnières de discuter avec l'extérieur. Sauf que comme c'est un grand problème dans les prisons, on dégrade l'intérieur de sa cellule et ces fenêtres, elles sont régulièrement dégradées. Évidemment, on les répare, mais ça prend un peu de temps. Là, le ministre souligne bien les réparer
déclarer dans l'urgence et faire des poursuites disciplinaires derrière, c'est-à-dire poursuivre la prisonnière qui a dégradé la fenêtre et le cas échéant lui faire payer les réparations. La vraie nouveauté dans ce qu'il dit, c'est ce parvis, ce parvis qui devrait bloquer la vue totalement entre la façade et les prisonnières, qui peut-être va permettre un peu plus de tranquillité pour les riverains. En tout cas, ils l'espèrent tous. Merci pour ces précisions, Maxime Brandstetter. On en vient à présent à l'actualité internationale avec cet affront à la Chine dénoncé par Pékin après la visite à Taïwan de Nancy Pelosi. La présidente des députés américains est repartie de l'île sur laquelle elle a passé moins de 24 heures pour assurer Taïwan du soutien inconditionnel des États-Unis. Une initiative controversée qui crée déjà de fortes tensions entre Taipei et Pékin. Des manœuvres militaires chinoises ont été constatées dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Sonia Reynaud, Emmanuel Binet. Sur ces images, la présidente de la Chambre américaine des représentants quitte Taïwan le lendemain de son arrivée. Nancy Pelosi met un point final à sa visite controversée, après avoir été reçue ce matin par la présidente de Taïwan, suite à sa déclaration de paix au Parlement. Nous venons en amis. Nous vous remercions pour votre leadership. Nous voulons que le monde le reconnaisse. En tournée en Asie, la présidente des députés et la plus haute responsable américaine a foulé le sol taïwanais en 25 ans. Si la visite est historique, elle a suscité la colère de Pékin. Ce geste viole gravement le principe d'une seule Chine. Cela sape gravement le fondement politique et cela nuit gravement à nos relations Chine-États-Unis et constitue une provocation politique majeure contre la partie chinoise. Une provocation, car l'objectif de la deuxième puissance économique mondiale est clair, reconstituer ce qu'elle estime être la seule et unique Chine en rattachant Taïwan. Pour ce faire, elle passe son temps à d'abord bâtir une armée et à provoquer Taïwan. Elle frôle tous les ans l'espace aérien taïwanais, histoire de le tester, histoire de voir si oui ou non Taïwan est prêt à répondre, à riposter à ces provocations. Il faut savoir que la Chine, tous les ans, c'est 1 millier d'incursions dans l'espace maritime ou l'espace aérien de Taïwan. Dès aujourd'hui, la Chine doit mener des opérations militaires de grande ampleur autour de l'île. Des exercices que Pékin juge nécessaires et légitimes. Sur cette carte, ils sont signalés en rouge. En comparaison, les carrés noirs représentent les manœuvres menées lors de la 3e crise du détroit de Taïwan. Preuve que la Chine accentue la menace militaire depuis 1996. Tout de suite, la météo avec Elena Morna. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier, pour mieux vous conseiller. Le pic de chaleur au niveau national, c'est donc pour aujourd'hui. Nous avons cette masse d'air chaud, très chaud, qui remonte donc du sud et même du Maghreb et qui s'installe sur l'ensemble du pays. À la fois, on l'a vu sur le sud-est, maintenant sur le sud-ouest et qui va remonter ensuite vers le nord-est. Côté ciel, eh bien, on a déjà cette vigilance sur l'ensemble du pays, au sud de la Loire et sur la façade est. 26 départements en vigilance orange, 46 en vigilance jaune. Et puis, donc, ce ciel dégagé sur l'ensemble du pays. Pour demain matin, ça va s'éclaircir davantage sur le sud, mais on voit des orages arriver, des ondées orageuses qui seront plutôt faibles, rien de très conséquent. En tout cas, ça n'alimentera pas les nappes phréatiques. À signaler pas mal de brumes sur le Pays Basque ou encore en matinée sur le golfe du Lion. On conservera quelques nappes de brumes sur le golfe du Lion l'après-midi, des orages attendus sur les Pyrénées, d'autres sur les reliefs du Massif central ou ceux des Alpes. Et puis les orages qui vont se décaler, vous voyez les ondées orageuses entre les Pays de la Loire et les frontières du nord-est. Les températures, elles vont fraîchir au nord en matinée, mais elles resteront bien douces, souvent trop douces, vous le voyez, au-dessus de 20 degrés près de la Méditerranée, mais aussi du côté de Bordeaux et du côté de Biarritz, tandis qu'on aura 13 degrés simplement pour Brest. Et puis dans l'après-midi, ça restera suffocant sur toutes les régions allant du sud-ouest vers le nord-est. Cette fois-ci, c'est à Lyon qu'on aura la température la plus élevée avec 39 degrés. Et puis, vous le voyez, ça fraîchit vraiment entre 22 et 28 degrés pour les régions du nord. La suite, ce sont des orages qui vont enfin arriver dans le sud, mais ce seront des orages peu conséquents. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ?
C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier, pour mieux vous conseiller. Votre chronique, c'est ma recette avec un chef. Aujourd'hui, c'est Aurélie Casse qui est derrière les fourneaux du Georges V à Paris pour réaliser une bonne focaccia. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. C'est parti pour la focaccia avec le chef boulanger du Georges V. Bonjour Guillaume Cabrol. Bonjour Ali. Je précise qu'on aura un invité surprise vers la fin de la recette. Comment bien réussir la focaccia? Est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde? Tu vois, c'est très simple. Pour ce faire, on a besoin d'eau, de farine, de levure, de sel. Pour la garniture, on prendra des cébettes. On commence par quoi? Par le pétrissage. Alors toujours en premier l'eau. Ensuite, tu peux mettre les farines. Toute la farine? Ouais. Le sel et la levure. Il ne faut jamais que ce soit en contact, par contre. La levure d'un côté, le sel de l'autre. Voilà. Et après, on pétrit pendant une vingtaine de minutes. Bah là, on a fait un bond dans le temps, hein, on va pas se mentir, Guillaume. Sacré bond dans le temps. On est 24 heures plus tard. La ça. pâte est pétrie, reposée. Et en fait, tout simplement, vous la mettez dans les poêlons. Directement. Directement. Et ensuite, simplement, vous venez la masser comme ça pour la ranger directement bien proprement dans tout le poêlon. On lui fait des petites chatouilles comme ça. Exactement, on vient la masser. Maintenant que c'est fait, un peu d'huile d'olive au pinceau, tout simplement. Et là, t'en mets de partout. On n'hésite pas avec l'huile d'olive. Ouais, hein. Générosité. Et ensuite, tu as choisi de mettre quoi dessus? La cébette française. Donc nous, on l'a pré-découpée. En fait, tu viens la mettre simplement de façon harmonieuse, de partout. Là, tu fais ton tableau. C'est exactement. Impeccable. Voilà, parfait. Parfait. Et maintenant, ça, on va le laisser reposer pendant 3 heures pour que ça pousse et après on la cuit. Donc là, la pâte a, comme on dit, poussé pendant 3 heures. Donc là, si tu peux le faire pousser chez toi, dans un four éteint avec simplement un peu d'eau chaude. Et là, tout simplement, avant l'enfournement, on va l'assaisonner. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu de sel. Maintenant, on va les cuire. Donc directement dans un four bien chaud, 230 degrés. 230 degrés. Exactement. C'est tout juste sorti du four là. Exactement. Juste doré, ça suffit. Et là, tout de suite, à la sortie du four, un peu d'huile d'olive par-dessus. Et après, un petit peu de thym. C'est la touche finale. C'est la touche finale. Ok. Allez. Bon, maintenant, Guillaume, on a envie de déguster. On y va? Allez, c'est parti. Couteau, focaccia, je te laisse couper. Ah d'accord, c'est moi qui coupe? Allez, je te laisse Combien faire. Je coupe en combien de Allez. parts? Attention, attention. C'est lui. Alors, T'as vu? qu'est-ce que tu es en train de faire? Laisse-moi te montrer la vraie façon qu'on déguste un focaccia. Ok? C'est avec un petit assiette, avec de l'huile d'olive, trompe ton petit pain dedans et sans l'Italie qui part tout seul. C'est pas beau ça? Bon les enfants, je pars avec la focaccia entière parce que j'ai besoin pour l'instant. Merci Grazie mille Guillaume. Merci à toi. Grazie Guillaume. Bon appétito. Merci Simone, à Ciao bientôt. Simone. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. 14h52, restez avec nous à suivre sur BFM TV les urgences vers une situation explosive. C'est le cri d'alerte du SAMU Urgences de France après la publication d'un rapport qui démontre une situation critique dans plus de 300 établissements. Un été qui va être compliqué à la fois pour soignants et patients. Situation d'autant plus compliquée que nous sommes en pleine vague de chaleur. C'est le pic aujourd'hui, hein. Il fait jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest. 26 départements sont en vigilance orange canicule. Tombé. J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage.
Un chien, c'est drôle et ça vous suit partout. Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Alors, si vous voulez un chien, mais pas les risques qui vont avec, prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santé Vet, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santé Vet, assurer son animal, c'est pas bête. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Cabaya, résiste à tous vos rêves. Découvrez nos sacs sur cabaya.com. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site comej'aime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur comej'aime.fr. comej'aime.fr. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Just a little bit of take it easy. Show you're liking it and love it. You know that we're gonna hit the hot stuff. I'm sure that we're made to fit together, just like Jesus. C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts au meilleur prix garanti. Aramis Auto, on n'a pas fini de réinventer l'automobile. Rendez-vous sur BFM Toulon-Var, votre chaîne dédiée à Toulon et au Var. Info locale, météo, trafic, sport, RCT. 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Toulon-Var, canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. Il faut s'attendre à l'évolution rapide vers une situation explosive. Le SAMU Urgence de France tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié aujourd'hui. Il fait état de 331 situations critiques sur presque tout le territoire, dont une vingtaine contraints de fermer totalement leurs services. La chaleur, c'est le pic de l'épisode aujourd'hui avec des températures qui dépassent souvent les 35 degrés. 26 départements sont en vigilance orange canicule à l'heure actuelle. Les détails avec Elena Morna dans ce journal et nous serons également dans un parc de Vaux-en-Velin avec Chloé Giraud. Depuis la prison des Baumettes à Marseille où il était en déplacement, Éric Dupond-Moretti assume ses propos tenus hier contre l'extrême gauche à l'Assemblée sur l'antisémitisme. Je ne regrette pas du tout mes propos, dit le ministre de la Justice.
Et puis cette colère des surveillants de la prison d'Arles après l'assassinat d'Ivan Colonna en mars. Ils appellent au blocage de l'établissement demain à la suite de la publication d'un rapport du ministère de la Justice qui pointe un défaut de surveillance. Les détails dans cette édition. Alors qu'il y a cette vague de chaleur sur laquelle nous allons revenir dans un instant, les services d'urgence sont au bord de l'explosion. Une enquête menée par le syndicat SAMU Urgence de France juge la situation très préoccupante en ce début du mois d'août. Oui, on apprend dans ce rapport que 42 services d'urgence ferment la nuit, que 88 ont des restrictions d'accès. Ce sont 95% de ces établissements qui ont des problématiques de disponibilité. Réaction depuis le CHU de Nantes du ministre de la Santé, François Braun, ancien urgentiste de l'hôpital de Metz. Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture. Il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'urgence dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Et cette régulation, elle apporte pas une dégradation des soins comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins. Donc effectivement, à Nantes, il y a une expérience par le service d'accès aux soins qui est déjà ancienne, qui fonctionne bien, donc cette régulation qui s'est développée. Ils ont une augmentation du nombre d'appels, comme tous les SAMU en France d'ailleurs, d'à peu près 20% depuis le début de l'année, qu'ils arrivent à traiter très bien en collaboration avec la médecine générale. Le déplacement du ministre de la Santé aux urgences du CHU de Nantes n'a pas convaincu tout le monde, notamment Olivier Terrien, secrétaire CGT du CHU de Nantes. Il a été prévenu très tard de cette visite. On a été prévenu très tardivement, parce que sinon on se serait organisé, on aurait appelé les personnels à se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, on vit une véritable maltraitance institutionnelle, quoi. On en a vraiment ras-le-bol. On a un taux d'absentéisme qui a explosé. On a des fermetures de lits qui sont partout. On a des conditions de travail qui sont déplorables. On a une intensité de travail qui explose. Les gens n'en peuvent plus, quoi. Aujourd'hui, on est à 12% d'absentéisme. On a plus de 260 000 jours d'arrêt de travail. C'est plus d'1 mois d'arrêt de travail par agent, quoi. Les gens, ils souffrent au travail. On a des épuisements professionnels importants. On n'en peut plus, quoi. On a des cadences de travail, c'est absolument plus du tout tolérable. C'est plus possible. Et à un moment donné, il va falloir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a des fermetures de lits un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aux urgences ? On trie les patients. Les patients sont obligés d'appeler le 15. Alors ça, c'est extrêmement dangereux, puisqu'à un moment donné, le patient il doit s'auto-diagnostiquer pour savoir si, oui, il doit y aller, pas y aller, il appelle. Ça, on va passer à côté de drames, quoi. Donc ça, on n'a pas besoin de tri aujourd'hui. On doit avoir accès à l'hôpital public. Dans l'actualité, on en vient à présent à ce pic de ce nouvel épisode de chaleur. C'est donc aujourd'hui que l'ensemble de la France, à l'échelle nationale en tout cas, connaît ces températures les plus élevées. Elles sont souvent supérieures à 35 degrés localement. Chloé Giraud, vous êtes au parc de Mirebeille-Jonage à Vaux-en-Velin dans le Rhône. L'on s'adonne notamment aux activités nautiques. Ben oui, c'est l'un des moyens les plus agréables pour pouvoir se rafraîchir. Et ici, c'est possible avec de nombreuses activités nautiques assez prisées par les Lyonnais qui viennent fuir finalement la chaleur de la ville et se rafraîchir à peine une trentaine de minutes de Lyon. On est avec Emmanuel Faure qui est responsable des activités nautiques ici justement. Bonjour, quels sont les plus prisés et quels sont leurs avantages justement par ces temps de forte chaleur ? Bonjour, alors c'est vrai que par temps de forte chaleur, on a envie d'aller au bord de l'eau. Nous, on propose des activités sur le Grand Parc et sur l'atoll qui nous permettent de se rapprocher des points d'eau en toute sécurité, avec un gilet de sauvetage, comme vous voyez derrière nous, les enfants qui passent avec le paddle et le gilet. On va se mettre à l'ombre d'une île et on peut se rafraîchir tranquillement. Et c'est vrai que le paddle, c'est un bon moyen. On est très vite dans l'eau, on est très vite remonté sur le paddle. Donc voilà, on peut à la fois allier la balade plaisir et détente et puis se rafraîchir en allant dans l'eau. On se rafraîchit donc, mais on reste quand même prudent parce qu'il y a des risques aussi avec ces fortes chaleurs néanmoins. Tout à fait. Donc, bon, l'eau du lac est très chaude, on est autour de 29-30 degrés, donc il n'y a pas énormément de différence avec l'air, mais avec le gilet, c'est vrai qu'on reste prudent, on se met un peu l'eau d'eau derrière la nuque et puis on saute dans l'eau, mais c'est vrai que le paddle, c'est une activité où on est très proche de l'eau, donc on est assez souvent dans l'eau.
Et on en voit un certain nombre derrière nous justement qui viennent de finir leur balade. Actuellement, ici à Vaux-en-Velin, il fait 36 degrés. Il fera jusqu'à 37 au plus fort de l'après-midi. Le mot d'ordre donc, se rafraîchir mais toujours en étant prudent. Un petit coup de paddle, c'est sympa. Merci beaucoup Chloé Giraud, donc à Vaux-en-Velin dans le Rhône pour BFM TV avec Valentin Rivolier. C'est effectivement la journée la plus chaude de cet épisode aujourd'hui. On fait un point complet avec Elena Morna, notre spécialiste météo. Nous sommes en train de vivre la journée la plus chaude à l'échelle nationale avec de nombreuses vigilances, essentiellement sur le sud de la Loire et sur le nord-est. Pensez à vous hydrater. Alors le ciel est effectivement très clair, aucun nuage en vue, si ce n'est ces quelques nuages qui remontent d'Espagne et qu'on va retrouver cet après-midi sur les Pyrénées en remontant vers le Poitou-Charentes. D'autres nuages qui circulent en marge d'une perturbation britannique sur le Finistère. Sinon, c'est du grand beau et à signaler quand même ce vent marin qui va ventiler un peu les régions du Languedoc-Roussillon ainsi que celle de la basse vallée du Rhône. Ça fera pas de mal, d'autant que les températures, vous le voyez, elles sont donc caniculaires. Cette vigilance donc maintenue par Météo France. Rien en dessous de 30-32 degrés sur la plupart du pays, si ce n'est vers Brest ou encore Cherbourg avec 24 et 27 degrés. Alors la suite, eh bien, c'est toujours une météo clémente sur le sud, à savoir du soleil, mais ces températures qui resteront élevées. Enfin, quelques averses orageuses, pas grand-chose au niveau de la pluviométrie, mais qui vont venir fraîchir l'atmosphère sur les régions du nord-ouest. Et puis donc des températures qui resteront encore très élevées demain dans la vallée du Rhône. D'ailleurs, la chaleur va se décaler du sud-ouest vers le nord-est dans les prochains jours. On voit cette journée de vendredi où les orages, eux, auront circulé vers le nord-est. D'autres éclateront ici ou là, essentiellement sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central ou encore des Préalpes. Sinon, ce sera souvent un ciel lumineux. Alors la suite, c'est toujours du beau temps sur la plupart de vos régions et des températures qui vont commencer à fraîchir à partir de vendredi, samedi et dimanche. Mais ce ne sera qu'un répit puisque nous attendons de nouveau, voilà, donc ces orages pour dimanche et nous attendons de nouveau des températures en hausse à partir du milieu de semaine prochaine. 15h06, on en vient à présent à cette autre actualité, cette visite d'Éric Dupond-Moretti ce matin à la prison des Baumettes à Marseille et le chantier donc, qui sortira de terre en 2025 d'une extension. Hier, à l'Assemblée, le garde des Sceaux avait interpellé l'extrême gauche sur l'antisémitisme. La France insoumise avait ensuite quitté l'hémicycle. Éric Dupond-Moretti a précisé ce matin à Marseille qu'il ne regrettait pas ses propos. J'ai évoqué les propos et les écrits de certains membres de la NUP. Et puis, Madame Rousseau a quitté l'hémicycle. Et elle n'a pas entendu la fin de mon propos. Et mon propos était peu amène à l'égard du Front National. J'ai rappelé le point de détail de l'histoire. Vous vous souvenez de cette formule qui sortait de la bouche du père fondateur du Rassemblement national, et je me suis posé la question de savoir où étaient passés des gens comme Chatillon, Péninck, Soral, Dieudonné, qui gravitent autour du Front National, qui se sont cachés pendant la campagne, qui sont toujours très actifs et qui sont des antisémites notoires. Voilà l'intégralité de mon propos. Je ne regrette pas un mot de ce que j'ai pu dire hier dans l'hémicycle. Avec nous, Jérémy Brossard du service politique de BFM TV. Jérémy, le garde des Sceaux assume donc ses propos tenus hier à l'Assemblée. Oui, c'était une façon pour lui ce matin de répondre aux nombreuses critiques qu'on a entendues depuis hier, aussi bien du côté de la NUPES et notamment du côté communiste et LFI, mais aussi du côté du Rassemblement national. Il persiste et il signe le garde des Sceaux, mais il précise effectivement qu'il ne visait pas uniquement certains élus de la gauche, mais qu'il avait bien dans son propos hier à l'Assemblée visé également le Rassemblement national. On vient de l'entendre avec bien le rappel des condamnations qui avaient été, dont avait écopé le fondateur du Rassemblement national, à l'époque le Front National, Jean-Marie Le Pen, pour le point de détail de l'histoire, un mot qu'il avait utilisé pour qualifier l'existence des chambres à gaz lors de la Seconde Guerre mondiale. On voit donc un garde des Sceaux qui renvoie dos à dos les oppositions, aussi bien une partie de la NUPES que du Rassemblement national. Il recrée au fond, Éric Dupond-Moretti, du clivage politique, non pas entre la droite et la gauche, mais entre la majorité et les oppositions au pluriel. La majorité, eh bien, qu'il qualifie d'intraitable face à l'antisémitisme, et des oppositions d'une partie de la gauche et du Rassemblement national
qu'il juge complaisante, voire peut-être complice de cet antisémitisme. En tout cas, il restera très présent sur ce terrain-là, Éric Dupond-Moretti, puisque la semaine prochaine, il assistera aux commémorations qui marqueront les 40 ans de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. C'était en 1982. Cette attaque dans le quartier juif avait fait 6 morts et une vingtaine de blessés. Les surveillants de la prison d'Arles sont, eux, en colère. Un syndicat appelle au blocage de la maison d'arrêt demain. Les surveillants qui font donc suite à un rapport publié après l'assassinat d'Ivan Colonna. Qu'est-ce que ce rapport reproche précisément aux surveillants pénitentiaires? Les explications de Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM TV. Alors, ils sont en colère par la publication de ce rapport, mais aussi par la parole de la Première ministre qui avait annoncé qu'une procédure disciplinaire et des sanctions seraient prises contre la directrice de l'établissement, mais également ce surveillant pénitentiaire. Ce rapport, il lui reproche quoi? Il lui reproche tout d'abord un défaut de vigilance. Pour contextualiser, on rappelle qu'Ivan Colonna était dans une salle de sport lorsqu'un détenu radicalisé est rentré pour faire le ménage dans cette salle, et c'est ce détenu qui a agressé Ivan Colonna et qui l'a étranglé. Ivan Colonna qui finira par mourir de ses blessures. Eh bien, il y avait un surveillant qui a laissé rentrer cette personne. Et ben, le rapport lui reproche ce défaut de surveillance, qu'il est resté éloigné du lieu des faits, dans le couloir, et que son jugement, son attention par rapport à la fréquentation de ces deux personnes aurait été altérée par la routine et aussi par la proximité entre Ivan Colonna et son agresseur, parce qu'en fait, ils étaient amis, ils discutaient souvent ensemble, et du coup, le surveillant se serait un peu relâché selon le rapport. Et enfin, il lui reproche en même temps la mauvaise exploitation des caméras de vidéosurveillance. Il faut savoir qu'il y avait une caméra qui tournait, qui a filmé l'agression, mais voilà, le surveillant n'était pas derrière les caméras et donc n'a pas pu intervenir, ce qui a laissé 9 minutes à la personne qui a agressé Ivan Colonna pour l'étrangler et finir par le tuer, en tout cas quelques jours plus tard. Cyril Huet-Lambing était avec nous tout à l'heure, représentant national adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants en charge de PACA Corse. Il conteste la médiatisation de ce rapport disciplinaire. C'est une enquête disciplinaire. Ça veut dire qu'on va demander à l'agent et à la directrice de s'expliquer. Et c'est du jamais vu qu'on en parle de manière médiatique. On va leur demander de s'expliquer sur, en tout cas pour le surveillant, pourquoi il est resté aussi longtemps éloigné de la salle où il y a eu le drame. Il y a des années que notre organisation syndicale réclame plus de personnel, que ce soit sur la centrale de Arles ou d'autres établissements, mais on ne nous le rajoute pas. On nous multiplie les missions, on nous multiplie les tâches, on nous demande de tout faire, et on ne peut pas être à droite et à gauche. 15h11, la chronique éco. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Votre programme avec Honor Magic 4, la magie de l'image. Honor Magic 4, The Power of Magic. Honor. Bonjour Pierre Kupferman. Bonjour. On parle avec vous de prix de l'immobilier aujourd'hui, en particulier dans les stations balnéaires, parce que les prix s'envolent là-bas. Selon la dernière étude de la FNAIM, le mètre carré a en moyenne pris 13% rien qu'en un an. Oui, alors on s'attendait en fait à ce que la hausse des taux, des crédits refroidisse le marché immobilier. Pour le moment, c'est pas le cas. Vous voyez les acheteurs qui se dépêchent même d'acheter avant que les taux deviennent un peu plus rédhibitoires. Et ça contribue à faire grimper les prix. Le prix moyen d'un logement dans les stations balnéaires, il s'approche désormais des 4 500 € le mètre carré, c'est-à-dire quand même 50% de plus que la moyenne nationale. Et en un an, le mètre carré, vous l'avez dit, a pris 13%, c'est-à-dire presque 2 fois plus que l'augmentation moyenne des prix du mètre carré en France. On imagine, Pierre, qu'il y a des différences de prix qui restent importantes selon les régions. Bien sûr. Alors, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que de la Camargue à Menton, on est à des niveaux plus élevés que la moyenne, près de 5 500 €. Si on préfère les stations balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine, c'est plus vraiment abordable parce qu'on est quasiment au prix de la Côte d'Azur. On est à 5 300 € en moyenne. En revanche, les prix restent un petit peu plus modérés sur la côte normande, avec une moyenne qui est toujours légèrement inférieure à 3 000 € le mètre carré, et dans une moindre mesure entre le Tréport et la frontière belge, avec une moyenne qui, pour le coup, a dépassé les 3 000 € le mètre carré. Et ce que montre aussi cette étude, c'est que c'est là où les prix étaient les plus bas qu'ils ont en revanche le plus augmenté aussi. Oui, alors c'est tout à fait vrai pour la Bretagne, c'est vrai pour la Normandie, ça l'est pas pour la Nouvelle-Aquitaine.
Vous voyez à l'écran les hausses des prix là, sur 2 ans dans les stations balnéaires de ces 3 régions. On est sur des hausses qui, sur 2 ans, dépassent les 30%. Ça, c'est aussi lié au fait que depuis 5 ans maintenant, on a un TGV qui permet de rallier la côte bretonne, les côtes bretonnes et la côte aquitaine beaucoup plus vite depuis Paris que ça n'était le cas auparavant. Quelles sont les stations balnéaires où les prix sont les plus élevés, Pierre? Alors, sur la façade ouest, vous avez, et vous allez voir la carte, le Touquet, Deauville, la Trinité-sur-Mer, Arcachon, Biarritz, avec des prix qui sont vraiment devenus supérieurs à ce qu'on observe par exemple dans la 2e ville la plus chère de France, qui est Lyon. Pour vous donner une idée, vous voyez sur l'écran, hein, pour une maison de 100 mètres carrés, il faut compter entre 700 et 900 000 euros sur cette façade ouest, bon, sauf à la Trinité-sur-Mer. Je parle des stations qui sont les plus recherchées. Et cela dit, ça n'a quand même rien à voir, ces prix, avec ce qu'on peut voir du côté de la Côte d'Azur, hein, puisque Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Tropez, Ramatuelle sont des villes qui sont beaucoup plus chères désormais que Paris ou Neuilly-sur-Seine. À Saint-Tropez, une maison de 100 mètres carrés, eh ben, ça s'approche des 2 millions d'euros. C'est incroyable. Merci beaucoup Pierre Kupferman donc, pour cette carte de France des prix d'immobilier qui explosent dans les stations balnéaires. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. C'était votre programme avec Honor Magic 4, la magie de l'image. Honor Magic 4, The Power of Magic. Votre chronique, c'est les vacances. On va prendre de l'altitude désormais. Gros plan sur le parapente au col de la Forclaz. Sport très prisé, mais attention, hein, il faut être très prudent. Ouais, ça se passe en Haute-Savoie et vous allez le voir, les services d'urgence constatent malheureusement une importante activité en matière de traumatologie. La préfecture appelle à la vigilance. Reportage d'Olivier Jouglard et Clément Gauvin. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Prendre de la hauteur en survolant le pente, une activité très prisée par les touristes l'été et réalisable sans permis ni formation. Mais attention, la pratique n'est pas sans danger. Il y a deux types d'accidents majeurs. Ce sont d'une part les personnes qui sont branchées dans un arbre et puis malheureusement les mauvaises chutes à l'arrivée. Et cela arrive aussi parfois que nous soyons sollicités, comme hier dans le lac d'Annecy, pour une voile qui est tombée dans le lac et sans que l'opération de secours n'engendre une personne à secourir. Sur la piste de lancement, secours et moniteurs professionnels sont donc là pour rappeler les consignes à respecter. Il y a des règles de vol à vue, il y a des règles de site, il y a des règles de courtoisie, il y a des règles de vol en l'air. Car en parapente, mais aussi à VTT ou lors d'une simple randonnée, le but est d'éviter les petits ou gros bobos, car depuis le début de l'été, les secours ont réalisé près de 500 interventions. On constate quand même une augmentation constante de l'activité, de notre activité accidentologie secours entre 2019 et 2022, avec quasiment 12% quasiment de prise d'activité rien que pour l'accidentologie secours en montagne. Avec des épisodes de chaleur à répétition et la hausse des réservations en montagne, la préfecture appelle à la prudence pour profiter de l'air frais en toute sécurité. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette information de dernière minute. On a appris il y a quelques instants qu'il y avait eu une explosion dans une poudrerie de Bergerac en Dordogne. Il y a, selon la ville de Bergerac, des blessés. Les dernières précisions de notre service police-justice nous font état donc d'une explosion qui a été entendue en début d'après-midi vers 14h, qui a eu lieu dans une usine Seveso de Bergerac. Le bilan humain est en cours d'évaluation et il y a un faible vent sur cette zone, ce qui implique donc que le risque de propagation de substances est faible à ce stade. Davantage de précisions dans notre prochain journal. A tout de suite. Votre rendez-vous avec Catland Catamaran. Croisière de rêve en catamaran, à la cabine ou privatisée.
C'était votre rendez-vous avec Catland Catamaran. Croisière de rêve en catamaran, à la cabine ou privatisée. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Bon anniversaire! Faire un leg à la recherche médicale, c'est donner du sens à votre patrimoine. Fondation pour la recherche médicale. Faites un don pour la vie sur frm.org. Hé, ça roule? Oui, je viens de chez Profil Plus. Pneus, vidange, frein, je suis comme neuve. Et toi? Moi, je viens de changer les pneus d'un vrai poids lourd, Laurent Routier. La classe. Bon, faut que je file. À plus. Profil Plus. Bien plus que des pneus. Chez Profil Plus, jusqu'à 120 € remboursés ou vos pneus offerts. Un gagnant par jour. Il y a quelques mois, mes proches m'ont dit « Ouais, faire un régime, c'est pas ton truc, t'en es pas capable. » Ça tombe bien, j'ai pas fait de régime, j'ai fait comme j'aime. J'ai mangé du poulet curry, du couscous et plein d'autres plats délicieux. Et aujourd'hui, je suis à moins 13 kilos grâce à vous. Merci comme j'aime, je suis prêt pour l'été. Alors pour perdre du poids comme Robin, venez vite faire votre devis en ligne sur commej'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Oh, un chat, c'est mignon et amusant. Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Si vous voulez un chat mignon et amusant, mais pas les risques qui vont avec, eh bien prenez plutôt ça. Sinon, il y a SantéVet, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. SantéVet, assurer son animal, c'est pas bête. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Vos cheveux ont tendance à tomber? Découvrez le shampoing anti-chute Luxéol. Enrichi en extrait de kératine, il diminue la chute de cheveux de 42%. Une formule cliniquement prouvée. Le shampoing anti-chute, disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme shampoing Luxéol. Avec Vérissure, la sécurité c'est chez vous, mais aussi pour votre entreprise. Découvrez Vérissure Pro, l'alarme conçue spécialement pour les commerçants et petites entreprises, avec caméra connectée 24h/24, bouton panique et appel aux forces de l'ordre. Vérissure Pro, notre meilleure protection pour vous les pros. Rendez-vous vite sur vérissure.fr/pro pour demander votre devis gratuit et profiter des offres exceptionnelles de l'été. 15h23, à la une de l'actualité, cette information de dernière minute, une explosion a été entendue. Elle a eu lieu dans une poudrerie de Bergerac, en Dordogne. Selon la ville de Bergerac, il y a des blessés. C'est une usine classée Seveso qui est concernée, seuil haut, c'est-à-dire qu'elle est très sensible. La mairie demande aux personnes d'éviter le secteur. On en parle plus en détail dans quelques instants. Avant d'y revenir, on va parler tout de suite de l'état des urgences actuellement. En plein début de ce mois d'août, les services d'urgence qui tirent la sonnette d'alarme face à une situation très inquiétante. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est rendu ce matin aux urgences du CHU de Nantes. Avec nous, Olivier Terrien, merci d'être avec nous. Bonjour, secrétaire CGT du CHU de Nantes. Vous étiez présent lors de ce déplacement. Vous avez été prévenu, je crois, très tardivement. Est-ce que le ministre vous a rassuré ou pas ?
Non, il ne nous a absolument pas du tout rassurés, puisque de toute façon, c'est un coup de communication. Voilà, la nomination de ce nouveau ministre sous le gouvernement Macron, c'est l'énième fossoyeur de l'hôpital public. Moi, je suis désolé, mais le diagnostic sur les hôpitaux français, ils sont faits. Maintenant, il va falloir mettre en place les remèdes. Et les remèdes, ça va passer par un plan massif de formation. Il faut des effectifs à la hauteur des besoins pour pouvoir prodiguer des soins de qualité et surtout en toute sécurité. Il faut aujourd'hui, dès demain, là, mettre au stage tous les agents contractuels qui sont en CDD pour pouvoir pérenniser l'emploi, pour éviter que ces professionnels quittent la profession et s'en aillent des hôpitaux, quoi. Et puis, il va falloir mettre les moyens pour avoir une rémunération à la hauteur des compétences et puis des diplômes qui sont exigés pour pouvoir exercer. Selon vous, Olivier Thérien, ces mesures, elles n'existent pas dans le rapport flash qui avait été confié d'ailleurs à François Braun et qui donne 41 mesures pour sortir justement l'urgence de cette situation difficile? Non, absolument pas, puisque de toute façon, pour pouvoir en sortir, il va falloir mettre les moyens, et les moyens financiers. Aujourd'hui, on continue dans les économies, puisqu'on continue de fermer des lits. Moi, je rappelle que pour les Pays de la Loire, en l'espace de 5 ans, sur ces 5 dernières années, on a fermé plus de 900 lits de chirurgie et d'obstétrique, on a fermé plus de 200 lits de psychiatrie, on a fermé plus de 200 lits de soins de suite. Donc, c'est pas étonnant qu'aux urgences, ça bouge, quoi. Mais alors qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque dans ces propositions ? Qu'est-ce qui manque dans les propositions du gouvernement ? Eh bien, dans les propositions du gouvernement, ce que je vous disais, il faut mettre en place un plan massif de formation parce qu'aujourd'hui, on n'a plus sur le marché du travail d'infirmiers et d'aides-soignants principalement, parce qu'il ne manque pas que ces métiers-là, mais aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est quand même ça. Je rappelle au CHU de Nantes que en matière de formation, c'est toutes ces dernières années, on a manqué d'aides-soignants et d'infirmières et en termes de promotion professionnelle, on ne finançait que 5 agents pour partir pour devenir aide-soignant, quoi, et quasiment autant pour devenir infirmier. Donc voilà, vous voyez bien que en termes de formation, tout a été organisé pour faire en sorte qu'on ne trouve plus de professionnels et qu'on continue à fermer des lits. C'est ce que je rappellerai. Fermer des lits pour fermer des lits, c'est quelque chose qui n'est plus populaire en tous les cas, et surtout avec la crise sanitaire. Donc Olivier, toutes les choses, elles sont organisées pour dire aujourd'hui, on ferme des lits parce qu'on ne trouve plus de professionnels. Mais oui, mais pourquoi on ne trouve plus de professionnels? Parce que les conditions de travail, elles sont indignes. Un exemple, au CHU de Nantes, sur le dernier bilan social, c'est plus de 260 000 jours d'arrêt de travail. C'est un chiffre qui a été multiplié en l'espace de 2 ans. Et on a atteint surtout le triste record cette année de l'absentéisme qui a dépassé les 12%. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec cette intensité de travail qui crée ces arrêts de travail. Et moi, les hospitaliers, aujourd'hui, sont fatigués, ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, on est en train de les dégoûter. Donc, moi, j'alerte au niveau des usagers. Parce que si demain, rien n'est fait, eh bien, il n'y aura plus de professionnels pour encadrer les lits, prodiguer des soins. Merci beaucoup, Olivier Thérien, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Tout de suite, la météo.